Bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo sur la balistique avec frottement. Donc on vient de voir une vidéo où on a traité de la balistique sans frottement. Maintenant on va introduire le frottement. Quel type de frottement? Du frottement visqueux. Visqueux dû à un fluide. Le fluide c'est ici l'air, c'est un gaz. Et il va dissiper l'énergie de notre projectile par frottement justement sur ce dernier. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un projectile en fait, de masse m qui est tiré à une vitesse initiale v0 depuis l'origine du repère. Alors, on s'est arrangé pour placer justement l'origine du repère au point de lancement du projectile. Et contrairement à une balistique sans frottement où vous avez vraiment une trajectoire parabolique, que vous pouvez d'ailleurs démontrer en remplaçant les équations pour essayer de trouver y en fonction de x, et bien là, on va avoir en fait une parabole qui est, alors je ne sais pas si on pourrait qualifier comme ça, d'amortie. Vous n'allez pas avoir un axe de symétrie en fait, sur la verticale. Dû justement à la perte de vitesse à l'horizontale et à la verticale, mais voilà, surtout à l'horizontale, parce que sans frottement, la vitesse à l'horizontale est constante en fait, parce qu'il n'y a pas de force qui agit à l'horizontale pour changer, justement pour faire accélérer ou décélérer notre projectile selon l'horizontale. Mais maintenant, c'est le cas. Alors, comment traiter ce problème? Déjà, comme d'habitude, précisons de quoi nous sommes en train de parler. Alors, et surtout, le référentiel d'étude, ça reste le référentiel terrestre considéré comme absolu, dit galiléen. Voilà, donc ici, pas de surprise. Non plus pour le repère, qui comprend simplement deux axes, et ce sera suffisant pour ce problème. Le repère choisi, c'est le repère O EXY, qui est cartésien et qui est fixé au référentiel. Ensuite, nous allons avoir bien le système étudié, c'est le projectile de masse m. Maintenant, je vais préciser le modèle de force. Alors, nous avons le poids qui agit à la verticale, qui est dirigé vers le bas, qui agit sur la particule, puisqu'elle a une masse, et que nous sommes sur la Terre. Et il y a la force de frottement. Alors, pour mg, ça va être assez simple. Mg va simplement être exprimé comme moins mg fois le vecteur unitaire EY, puisqu'il est collinaire mais opposé à ce vecteur unitaire, tandis que la force de frottement, que j'ai nommée FF, va être égale à moins Eta. Eta est une constante caractéristique, on va dire, du milieu fluide. Je ne vais pas en préciser plus pour l'instant ici, mais rappelez-vous simplement que c'est une constante, Eta, lettre grecque aussi. Moins Eta fois la vitesse en fait instantanée bien sûr de notre particule. Donc la force de frottement va varier au cours du temps. Ça c'est quelque chose d'important à retenir. Toutes les forces, et vous allez voir en fait beaucoup des forces maintenant que vous allez aborder, traiter, ne seront pas forcément constantes au cours du temps. Elles pourront varier. Et c'est le cas ici de notre force de frottement visqueux. Et alors maintenant j'ai pas mis de vecteur unitaire car en fait la vitesse est un vecteur. Maintenant je vais l'exprimer, donc j'ai toujours mon moins eta. Alors pourquoi un moins? Parce que c'est cohérent, la force de frottement visqueux doit être... alors dans notre modèle elle est proportionnelle à la vitesse. En réalité la mécanique des fluides est bien plus complexe que cela. Mais ça reste valable pour des vitesses pas très élevées. Mais si vous lisez par exemple des articles sur la traînée d'une voiture qui roule à plus de 50 km/h, déjà on voit plutôt un lien de proportionnalité avec la vitesse au carré. Et encore une fois, ce sont des modèles simples. C'est bien plus complexe que cela. Mais là, pour l'instant, on va dire que notre particule ne se déplace pas trop vite et que le fait de dire que la force de frottement en norme est proportionnelle à la vitesse, ça reste assez cohérent, on va dire. Maintenant, il y a un moins parce qu'elle s'oppose justement au mouvement. D'accord ? Et alors, je vais exprimer justement la vitesse en utilisant mes coordonnées. Les coordonnées de position, c'est x, y pour repérer la masse. Si je dérive ça par rapport au temps, ça va me donner x point, y point. Donc, je vais avoir moins eta, x point, plus y point. Et bien sûr, je n'oublie pas que ça, ce ne sont que des composantes d'un vecteur. Donc, x point est multiplié par le vecteur unitaire ex, et y point par le vecteur unitaire ey. J'aurais pu adopter une notation en vecteur colonne. Mais je préfère noter mes vecteurs unitaires pour vous habituer à la suite lorsqu'on aura plusieurs repères.
Si vous écrivez tout en vecteur colonne, c'est un choix, c'est faisable. Mais moi, je préfère raisonner comme ça je vois dans quel repère j'ai exprimé ma force ou ma quantité vectorielle. Très bien, voilà, donc là, on a pu exprimer nos forces. Quoi d'autre? Alors, on va parler des conditions initiales. Cette fois-ci, je vais aller sur le tableau à droite, prendre un peu plus de place. Sur les conditions initiales. Alors pourquoi c'est intéressant, pourquoi nous avons besoin des conditions initiales? Parce que ici, je vais obtenir une formule sur la x de t, y de t, donc respectivement la position horizontale et verticale de mon système en fonction du temps. Et j'ai besoin de savoir d'où a démarré ma particule, donc position initiale, et à quelle vitesse elle a démarré. Donc voilà, si je voulais simplement les équations du mouvement, donc F égale ma que je réarrange un petit peu, je n'ai pas besoin des conditions initiales, d'accord? C'est qu'une fois que j'intègre pour arriver aux équations horaires que là, les conditions initiales me sont utiles. Alors, oui. Donc ici, je vais avoir condition initiale. Donc je me suis arrangé pour placer le repère tel que l'origine du repère soit le lieu de lancement du projectile. Donc x de 0 va être égal à y de 0 qui va être 0. Donc position initiale nulle à l'origine, O. Et pour la vitesse, donc la position, la vitesse, donc je vais avoir x point de 0. N'allez pas me dire que x point de 0 c'est la dérivée de ça, absolument pas. Ça veut simplement dire c'est la vitesse, x point de t, c'est la fonction de vitesse à l'horizontale, que j'évalue au temps 0. Hop, x point de t. Bon, on a ici x point de 0, donc ça va être égal à... je projette mon vecteur de vitesse initiale. Alors j'ai peut-être besoin d'un angle alpha ici, l'angle de tir. Eh bien, l'angle alpha touche le vecteur unitaire EX, donc c'est lui qui va prendre le cosinus. Par élimination, EY va prendre le sinus. Maintenant, je me balade, si je pars depuis le début de mon vecteur de vitesse initiale, je vais me balader en plus EX, donc je vais avoir plus cosinus alpha EX, et après plus sinus alpha EY, le tout multiplié par la norme du vecteur de vitesse initiale V0. Donc j'obtiens ici V0 cos alpha, c'est la composante horizontale de vitesse initiale, tandis que Y point de 0 va être égal à V0 fois sinus alpha. Voilà. Maintenant, j'ai bien précisé mes conditions initiales. Je peux appliquer ma loi de la dynamique. Donc ici, je vais appliquer la deuxième loi de Newton. Qui va me dire que la somme des forces extérieures agissant sur ma particule dans le référentiel absolu est égale à la masse fois son accélération. Or, nous savons que selon x, nous avons moins état x point fois le vecteur unitaire EX. Tandis qu'en y, nous avons du moins et du moins, donc je vais simplement factoriser le moins, moins, entre parenthèses, mg plus état y point fois le vecteur unitaire y. Tout cela doit être égal à la masse fois l'accélération, donc on va avoir masse fois x point fois le vecteur unitaire x, donc la composante horizontale de l'accélération, plus la composante verticale y point de l'accélération, donc selon EY. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales, c'est ce que je vais appliquer. Ce qui est en EX doit être égal à ce qui est en EX ici, ce qui est en EY ici doit être égal à ce qui est en EY ici. Donc, par conséquent, je vais obtenir deux équations car je travaille dans un repère un repère dans le plan. Donc j'ai que deux vecteurs unitaires, deux composantes par vecteur. Donc j'obtiens moins état x point doit être égal à m x point point, tandis qu'ici je vais avoir moins mg plus, non pardon, moins, état y point est égal à m y point point. Alors ce que nous obtenons là, ce sont des équations différentielles. Pourquoi? Parce que j'ai ma variable de position, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, qui apparaît avec une ou plusieurs de ces dérivées, donc dérivée première ou seconde, par rapport au temps. Alors ici, en fait, je n'ai même pas la position encore, mais j'ai la dérivée première et la dérivée seconde. Ça, c'est suffisant pour dire que c'est une équation différentielle. Ce qui veut dire que je ne peux pas en fait intégrer comme ça. Là, on ne va pas faire la même chose qu'avec la balistique sans frottement, où on intègre tranquillement et on obtient notre solution. Parce que si j'intègre ici, je veux certes obtenir moins état x, ici je vais obtenir mx point plus une constante, mais si, qu'est-ce que je fais après? J'intègre encore une fois, j'obtiens certes mx, encore, bon, ma constante change, moins état à l'intégrale de x par rapport au temps, et je ne connais pas la forme de x. Du coup, je suis bloqué. Donc c'est pas comme ça qu'on va travailler. Ce qu'on va faire, c'est on va faire une résolution
d'équation différentielle. Et là, ce que vous devez vous dire, c'est en fait, bah, regardez la première équation. Si je regarde ici, alors je peux le réarranger peut-être. Je peux l'écrire comme ça. Je vais obtenir... Ouais, non, je vais le laisser pour l'instant comme ça. Alors, si on divise par m, on aurait moins eta sur m, x point est égal à x point point. Alors, quelle fonction je peux dériver telle que sa dérivée par rapport au temps soit la même fonction fois une constante, parce que eta et m sont des constantes. Eh bien, c'est une fonction exponentielle. Et ça va aussi être le cas pour la seconde, malgré le fait qu'il y ait une constante ici, moins mg. On va voir comment la traiter par changement de variable. Donc, nos deux solutions, pour x et pour y, bon, bien que différentes, utiliseront la fonction exponentielle. Caractéristique des forces de frottement visqueux en physique 1. Ça nous amène des équations différentielles comme cela, et on se résout avec une exponentielle. Je vais quand même écrire un peu ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais réarranger, donc j'obtiens x point point, donc je vais définir tau comme... est-ce que je le définis maintenant? Moins eta sur m. Que je réfléchisse. Donc ça, c'est des mètres par... Donc là, c'est des kilogrammes mètres par seconde au carré. Mètres par seconde, j'obtiens ici du coup kilogrammes par seconde. C'est des kilogrammes par seconde, ça? Kilogrammes, mètres par seconde au carré, mètres par seconde. Donc j'ai besoin de... Ouais, kilogrammes par seconde, ok. Du coup, quand je vais diviser par... je vais faire eta sur m, je vais obtenir des par seconde. Donc, en fait, je vais définir une constante du temps, m sur eta. Je vais vérifier ça, mais ça me paraît être correct. Ouais, c'est bon. Donc tau, c'est une constante qui est en secondes. Sa dimension, c'est du temps. Donc sa dimension, c'est du temps. Pourquoi? Parce que ici, en fait, j'ai fait une petite analyse dimensionnelle. J'ai oublié l'unité de l'état, c'était quoi? Ça, c'est des mètres par seconde au carré. Et là, j'ai des kilogrammes. Donc ici, je dois aussi avoir la même unité. Je dois aussi avoir des kilogrammes fois mètres par seconde au carré. Ici, j'ai des mètres par seconde, donc ça, c'est bon. Mais il me reste des par seconde à avoir et des kilogrammes. Donc ça, c'est en kilogrammes par seconde. Donc si je fais la masse divisée par la masse par du temps, j'obtiens masse simplifiée, j'obtiens du temps. Donc ça, c'est homogène à du temps. Ça va me permettre d'avoir des équations moins lourdes, en fait. Là, donc j'ai moins eta sur m, donc ici, je vais obtenir 1 moins 1 sur tau fois x point. Donc tout ce que j'ai fait ici, c'est renommer ma constante pour éviter de me trimballer. Pour l'instant, vous me direz que ça ne sert à rien, mais une fois que je vais trouver la solution, ça va être utile. Maintenant, my point point, eh bien, je peux faire la même chose. Je vais écrire y point point est égal à, je vais diviser par m. Du coup, je vais obtenir moins g, mais je vais le mettre à la fin. Je vais obtenir moins eta sur m, donc j'ai la même chose, moins 1 sur tau y point, moins g. Voilà, donc là, j'ai réécrit mes équations. Celle-là, elle va être bien, je vais pouvoir trouver la solution. Elle, je dois encore faire un changement de variable. Le changement de variable que je vais effectuer, je vais dire en gros qu'est-ce que je veux ici. Ici, je veux la même chose qu'ici. Je voudrais un moins 1 sur tau fois la variable dérivée une fois. Donc par exemple, si je l'appelle u, j'aimerais avoir moins 1 sur tau u point. Voilà, je ne veux pas de moins g. Je demande, j'écris ce que je veux. Je veux moins 1 sur tau u point, et ça doit être égal à moins 1 sur tau, donc j'embarque tout ce qui me dérange, moins 1 tau fois y point, moins g. Par conséquent, j'obtiens que u point doit être égal à 1 sur tau, ça se simplifie. U point doit être égal à y point multiplié, donc plus tau g. Voilà. Donc ça, c'est mon changement de variable. Alors je sais que vous êtes habitué à faire le changement de variable avec u, je peux aussi le faire avec u point. Ça marche tout aussi bien. Est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit, oui, je peux le faire. Oui, je peux le faire. Et c'est ce que je fais. Par conséquent, je réécris cette équation en u. Qu'est-ce que j'obtiens? Je vais l'écrire là-bas. Ça, je l'encadre. On va l'utiliser sur le tableau ensuite. Et ici, je vais obtenir... Donc si je dérive u point, vous êtes d'accord que j'obtiens u point point égale y point point plus tau fois g, c'est une constante, donc ça tombe. Donc j'obtiens u point point égale y point point. U point point est égal à moins 1 sur tau u point. Alors vous allez me dire, ce que j'ai fait, ça a l'air d'être une astuce un peu sortie du chapeau. Non, ça ne l'est pas. Mathématiquement, c'est valide. Et on va retomber sur y à la fin si on veut, parce une fois qu'on va déterminer la solution pour u de t, on sait que u de t, c'est simplement, ça va être relié comme ça à y point. Donc on va, alors simplement, oui, voilà, ce qui me dérange, c'est que j'ai posé mon changement de variable sur la dérivée par rapport au temps. En général, je ne fais pas ça. Donc je pense qu'une fois que je trouve, une fois que je vais trouver la solution pour
U point ici, je vais directement repasser à Y point, c'est ce que je veux faire. Ça m'évitera de faire des choses hasardeuses avec les constantes. Bon bref, enfin, là peut-être vous ne savez pas encore de quoi je parle. Eh bien reprenons les équations. Donc nous avons x point point égale moins 1 sur tau x point. Puis ici vous avez u point point égale moins 1 sur tau u point. Donc je vous ai dit, on va deviner la forme de la solution. Moi ce que je devine, eh bien je devine que x point doit être égal à une constante a fois l'exponentielle de moins le temps divisé par tau. D'accord? Alors, je vais vérifier. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, dérivons simplement cette solution que je propose à cette équation différentielle. Eh bien, je dérive une fois par rapport au temps, j'obtiens le a, c'est une constante, ça reste. Le t, bah, la dérivée interne, ça dérive par rapport au temps, donc on va avoir la dérivée de moins t sur tau, ça va nous donner moins 1 sur tau. On se rappelle que 1 sur tau, c'est une constante. Moins 1 sur tau. Et l'exponentielle reste ici à sa place, moins t sur tau. On remarque que l'exponentielle de moins t sur tau fois a, c'est x point. Donc je me retrouve avec moins 1 sur tau x point. Et là, j'ai bien trouvé en fait une solution pour cette équation différentielle qui reste générale avec le a ici qui vient multiplier mon exponentielle. Ne l'oubliez pas parce qu'elle définit justement la condition initiale sur la vitesse. Si vous ne la mettez pas, c'est sous-entendu 1, donc vous êtes en train de forcer la vitesse initiale, si c'est vraiment enfin une vitesse, votre x point. Donc là ici on est en physique, oui, donc ce serait une vitesse. Eh bien, vous forcez la vitesse initiale à 1. Donc, vous ne faites pas ça, vous mettez un A, et après, avec les conditions initiales, vous trouvez ce que doit valoir A. Bah, de la même façon, si c'est valable pour x point, ça va aussi être valable pour u point. Du coup, je peux dire que u point est égal à b fois l'exponentielle de moins t sur tau. D'accord? Maintenant, on se rappelle que u point est égal à y point plus tau fois g. Donc, je repasse en y. Donc, j'obtiens y point est égal à u point, donc b exponentielle de moins t sur tau, plus, pas plus, ça va être à moins tau fois g. Voilà, donc on a ça, et on a ça. Maintenant, avant d'intégrer, non, je vais intégrer, je trouverai a et b ensuite. C'est pas grave, on va le faire après. Comme ça, on va tout faire, toutes les conditions initiales à la fois. Alors maintenant, on va intégrer. Donc, si je reprends, je réécris simplement ce que j'ai. Donc, j'ai x point est égal à a fois l'exponentielle de moins t sur tau. J'ai y point qui est égal à b fois l'exponentielle de moins t sur tau, plus, moins tau g. Maintenant, j'intègre par rapport au temps. Donc là, je peux. Pourquoi je peux? Parce que j'ai plus une équation différentielle. J'ai une fonction du temps, et j'intègre par rapport au temps, donc je sais intégrer ça. Donc j'obtiens x, sous-entendu de t bien sûr, là c'est la même chose, sauf qu'on va devoir réfléchir à, ok, si j'ai a fois une exponentielle de quelque chose, si j'intègre là, ce que je vais obtenir, si je le dérive, je dois retrouver ça. Donc par conséquent, le a reste, mais ici je vais obtenir un moins tau fois l'exponentielle de moins t sur tau, plus bien sûr une constante que je vais appeler c. Si on vérifie, on dérive, le c tombe par rapport au temps, le a reste. Ici, je vais avoir la dérivée interne qui va sortir, moins 1 sur tau, qui va se simplifier avec ça. J'obtiens 1 et je retrouve ce résultat-là. Y, c'est la même chose. J'obtiens b moins tau exponentielle de moins t sur tau, moins tau g fois t, puisqu'on intègre par rapport au temps, tau g est une constante, plus d. Donc voilà. Là, on obtient les formes justement pour la position horizontale et verticale de notre projectile. Mais on n'a pas encore fini, on va essayer de trouver maintenant A, B, C et D. Eh bien, on va utiliser les conditions initiales. Donc on va trouver A, B, C, D. On utilise les conditions initiales définies au début de notre problème, qui sont ici. X de 0, Y de 0 égale 0, X point de 0 égale V0 cos alpha, Y point de 0 égale V0 sin alpha. Partons sur le x point ici, d'accord? On va partir sur x point de 0. X point de 0, ça va être égal à a fois exponentielle de 0. C'est pas 0, exponentielle de 0, c'est égal à 1. Du coup, on va voir que a est égal à x point de 0. Pardon. Par conséquent,
on obtient que A doit être égal à V0 cos alpha. De la même façon, y.0 va être égal à, ici on va avoir du B fois 1 moins tau g. Donc B moins tau g. Par conséquent, B va être égal à V0 sin alpha plus tau g. On utilise maintenant les conditions initiales sur la position. X de 0 doit être égal à 0. Par conséquent, on part sur cette équation, on remplace tous les t par 0. Ici, on obtient 1, donc on a moins tau a plus c qui doit être égal à 0. Par conséquent, c doit être égal à tau fois a. Donc vous voyez, votre c n'est pas égal à 0. Ne rushez pas, ne foncez pas la tête baissée pour dire que position initiale nulle, du coup, constante nulle. C'est vrai avec les équations héritées d'une balistique sans frottement, mais ce n'est pas le cas ici parce qu'on a une exponentielle qui vient en jeu. Y de 0, eh bien, ici on va avoir 1, donne moins tau g fois 0 par contre va tomber, mais on va avoir moins tau b plus d doit être égal à 0. Par conséquent, d va être égal à tau b. D'accord? Et si on remplace là-dedans, bien on peut même factoriser en fait, parce que ça, on sait que c'est tau fois a, n'est-ce pas, le plus c. D'accord? Donc si je réécris, je vais avoir. Alors là, j'écris bien x de t. Hein. Bien sûr, c'est sous-entendu x dépend du temps. X de t doit être égal. Alors je vais factoriser par tau a, parce que ici j'ai moins tau a et c c'est égal à tau a. Et je vais exprimer aussi a, ça vaut V0 cos alpha. J'espère que vous m'avez suivi là-dessus. Moins tau a et a vaut V0 cos alpha. Du coup, je factorise par V0 cos alpha fois tau. J'ouvre mes parenthèses. J'obtiens 1 ici, moins l'exponentielle de moins t sur tau. Y de t, je fais la même chose, moins tau b plus tau b. Je factorise par tau b, mais b vaut V0 sin alpha plus tau g, donc j'obtiens V0 sin alpha plus tau. Alors, oui, à ne pas oublier, pardon, b fois tau. Donc ça va me donner V0 sin alpha tau g fois tau. D'accord? Puisque le tau il vient de là, mais dans le b j'ai aussi V0 sin alpha plus tau g. Et là ça reprend. Alors je ne vais pas pouvoir tout factoriser, je vais factoriser ce terme-là. 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau. Je ferme mes parenthèses et il me reste le moins tau gt ici, à ne pas oublier, à se rappeler. Je vais encadrer ça et je vais vérifier si cette résolution que je vous ai proposée ici est correcte avec ce que j'ai développé précédemment. Alors, je suis apparemment pas d'accord avec moi-même sur x. Alors je suis d'accord pour lui. Oui. Pourquoi n'ai-je pas factorisé? Pourquoi n'ai-je pas factorisé? Ben, j'ai dû faire une erreur en fait. Pourquoi n'ai-je pas factorisé? Ah, j'ai dû aller trop vite. Ouais. Alors apparemment, de ce que je lis, j'ai fait l'erreur de simplement quand j'ai intégré par rapport au temps, j'ai fait l'erreur de dire que C et D étaient la position initiale, ce qui n'est pas le cas. Parce que comme on le voit, si on remplace ici, bien sûr on aura le plus C, le plus D qui vont venir, mais si on prend x de 0, on obtient bien moins tau A plus C. Donc non, c'est le développement qui a été fait ici, je vais le revérifier, mais c'est celui qui est correct. Donc posez bien vos constantes, puis déterminez-les avec les conditions initiales. Et après, vous obtiendrez la bonne réponse. Et si prenons par exemple, vérifions en fait, on peut faire une vérification qui n'est pas complète, qui n'est pas une démonstration, mais on peut voir déjà s'il y a un peu de cohérence. Si on prend x de 0, on obtient 1 moins l'exponentielle de 0, du coup, oui, si, on va se retrouver en 0. 1 moins 1, donc on se retrouve en 0. Si on prend ici y de 0, on va avoir 1 moins 1, du coup, tout ça part, moins tau g 0, au moins on est à la position initiale, c'est correct. Si on revient ici, on va avoir x.0, c'est juste égal à a, oui, donc on retrouve notre vitesse
vitesse initiale. Donc si je revérifie ici, si moins ce que j'ai écrit sur le papier, je prends x de 0, eh bien ce que je trouve, c'est faux. Donc oui, ce qui a été fait là est correct. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, suivez votre cours, recoupez ces informations. Alors votre cours, c'est le numéro 1, d'accord, ça a priorité sur ce que je suis en train de vous offrir ici. Si à un moment il y a un conflit entre votre cours et ce que je présente ici, c'est votre cours qui fait foi. Ensuite, oui, allez pratiquer par vous-même. Faites ces exercices, c'est la meilleure façon d'apprendre. Puis surtout, ne vous limitez pas seulement à ce que moi je présente. Allez voir aussi d'autres façons de traiter un cas de balistique avec frottement. Peut-être approcher le problème de différentes manières si vous avez le temps de le faire, et vous serez bien pour justement attaquer ce genre de résolution. Voilà, puis je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.